Salut tout le monde, bienvenue sur Pump, l'émission pour les sports de force et la préparation physique. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la canicule. Je suis accompagné de Trésor pour ça. Salut Trésor. Salut à toi, salut tout le monde. Le but c'est de vous amener quelques réflexions sur le sujet par rapport à l'entraînement, l'alimentation, l'hydratation aussi sûrement. Même si bon, je ne sais pas dans quelle bulle vous évoluez, mais la question peut être pas mal tournée sur les solutions pour se rafraîchir. Il y a peut-être des gens parmi vous qui se préoccupent encore de l'entraînement, donc ça va être intéressant de voir s'il y a des choses à faire ou justement des choses à ne pas faire. Parce que sur les réseaux, il y a pas mal de discours qui se mêlent. Je sais pas toi, Trésor, mais je vois parfois des discours un petit peu contradictoires. Mais on peut commencer par parler simplement peut-être des mesures de précaution à prendre, parce que quand même le but, c'est de vous donner les conseils les plus cohérents, et même si on n'est pas au fait de votre situation, il y a des risques à ne pas prendre. Donc là, on est le 28 juin, on est à la fin de la première canicule, et il y en a pas mal d'autres qui s'annoncent. De notre côté, ça va à peu près, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi, tu fais des trucs en particulier pour t'adapter à cette période de forte chaleur, que ce soit l'entraînement pour la progression ou plutôt même au quotidien par rapport à ton hygiène de vie, ta récupération? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'aident? Pas spécialement, mais j'essaie de m'entraîner à des heures qui sont pas forcément différentes de ce que je fais habituellement, parce que je m'entraîne quand même le soir assez tard. Donc généralement ça va quand même assez bien. Et sinon j'essaie quand même de m'y exposer, mais je fais attention à mes sensations, quoi. Si je sens que ça commence à être trop compliqué, j'ai tendance à reprendre un petit peu de fraîcheur. Et après, on s'acclimate un minimum, hein. De toute façon, on peut en reparler après. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Il faut essayer de respecter aussi les recommandations et ne pas faire les bébêtes. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être le premier truc auquel on pense et qui a peut-être le plus d'impact. C'est effectivement de s'adapter à l'heure d'entraînement. Bon, nous, on fait des sports en salle plutôt. Enfin, c'est la musculation qui peut se pratiquer en extérieur. Là, on a fait des petites sessions en parc. C'est agréable si vous avez l'occasion de vous entraîner en extérieur. Profitez-en. Mais effectivement, l'exposition au soleil, enfin, on va pas répéter des trucs peut-être bateaux ou qui relèvent du bon sens pour certains. Mais on n'est pas obligé de s'exposer au soleil. Et même, il vaut mieux se limiter, juste d'un point de vue santé de la peau d'ailleurs, c'est important. Mais du coup, s'entraîner plutôt sur les heures les plus fraîches, Ouais. si vous le pouvez, c'est le plus intelligent. Et si à l'inverse, vous n'avez pas le choix, il y a des petites choses qui peuvent aider. Mais la question qui se pose pas mal, c'est est-ce que ça peut présenter un intérêt de s'entraîner dans des conditions de forte chaleur d'un point de vue adaptation à l'effort, d'un point de vue progrès, parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent ça en avant et qui même recommandent de s'entraîner quand il fait très très chaud. Bah, il y a des adaptations qui se créent, hein, parce qu'on est dans de l'hyperthermie, donc il y a une adaptation au niveau des glandes. Euh, Ça peut aussi se traduire par la sudation, hein. C'est aussi pour ça que généralement l'acclimatation, elle peut se créer à travers aussi l'augmentation de la transpiration. Donc plus vous transpirez aussi, plus ça peut donner des indications sur l'adaptation. Par contre, il faut avoir conscience quand même que les potentielles limites, et c'est aussi pour ça que vous pouvez avoir des sensations de fatigue qui sont plus rapides, c'est que le sang va être dirigé pour les organes vitaux, par exemple, ou pour la régulation de la température corporelle, et du coup moins pour les tissus musculaires. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'adapter l'intensité, ça peut être intéressant aussi d'adapter le volume de travail, le temps de séance. Mais voilà, oui, il peut y avoir un intérêt. Après, dans nos sports de force à nous, c'est pas des conditions relativement spécifiques. Enfin, je connais pas une compétition dans laquelle on va se retrouver dans des conditions de forte chaleur. Donc, il n'y a pas un intérêt si flagrant que ça. Mais bon, au niveau de la santé, pourquoi pas et encore. Mais moi, je dirais que ce serait plus des sports voilà, qui se pratiquent en extérieur, où on peut être exposé justement à ces chaleurs ou ces variations de température, où là, ça peut être intéressant. Et voilà. Ouais, après la question, ça peut être aussi sur les adaptations cardiovasculaires à Cardiovasculaire. l'effort, Ouais. qui sont
un peu moins importante dans les sports de force. Alors, euh, tous les sports de force ne se contentent pas de tester un 1RM comme on peut le faire sur un max au squat, un max à l'arraché, enfin au clean pour ceux qui connaissent les sports d'haltéro. Mais quand il est question de cyclisme ou de course à pied, là, effectivement, il peut y avoir un intérêt et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le recommandent. Alors, moi, par rapport à ça, j'ai mis une petite réserve parce que c'est pas toujours bien amené. Sans tirer sur qui que ce soit, il y a des gens qu'on voit faire de très très longs carousels sur les réseaux et qui s'amusent à dire entraînez-vous quand il fait très très chaud, c'est important. Ça vous fera progresser plus vite. Et qui à la toute fin précise allez-y progressivement. Alors, moi, je veux surtout insister sur ça. Et je pense que la plupart des gens l'ont intégré, mais si jamais autour de vous, il y a des gens qui ont tendance à oublier ça et qui sont peut-être obsédés par le fait de progresser grâce à des conditions qui seraient un petit peu extrêmes, rappelez-leur que souvent, faire un petit peu plus, ça suffit. Et ce qui est important, c'est de faire gaffe à l'incrément. Donc, la progression, la progressivité, elle doit être mesurée, elle doit être contrôlée. Et si vous n'êtes pas habitué à courir par 40 degrés dehors, vous amusez pas forcément à le faire tout de suite ou peut-être essayer de courir en fin de journée quand vous êtes sous des températures un peu plus clémentes ou essayer de le faire sur des durées réduites. Mais ne vous dites pas ah, il fait 20 degrés de plus que d'habitude, je vais en profiter pour faire exactement la même séance. Là, peut-être que vous vous exposez à des conditions d'entraînement qui proposent plus de risques, enfin qui exposent plus à des risques qu'à des effets bénéfiques réels, dans la mesure où un entraînement ne vous fera pas gagner, je sais pas, 1 minute au kilomètre sur un 10 km d'un coup. Non. La progression, elle est quand même est vraiment limitée. Donc, allez-y progressivement et soyez mesurés dans les efforts que vous faites. Il y a pas mal de cas malheureux de décès liés à ces fortes chaleurs. Ce serait dommage de se sentir pousser des ailes et, euh, et de prendre des risques inconsidérés. Voyez bien que d'un point de vue politique, la plupart des préfectures, même des mairies, coupent l'accès aux infrastructures sportives. C'est pas forcément pour rien, c'est pas forcément justifié, mais enfin, c'est pas toujours justifié, mais il y a peut-être des réflexions à avoir par rapport à cette directive-là. Donc, prenez soin de vous par rapport à ça, et vous pouvez retenir qu'effectivement, l'entraînement par forte chaleur peut présenter un intérêt, au même titre que vous avez probablement entendu que l'entraînement en haute altitude peut présenter un intérêt. Si on s'amuse à parler peut-être plus sur l'alimentation, peut-être l'hydratation aussi, c'est des questions qui vous intéressent sûrement. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser à mettre en avant? Parce que ce qu'il y a de plus promu, c'est probablement les électrolytes quand même. Toutes ces méthodes d'hydratation pour les sportifs ou à l'effort. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, nous, de notre expérience ou peut-être de la littérature scientifique qui pourrait conseiller certaines choses par rapport à ces conditions? Qu'est-ce que toi, tu aimerais mettre en avant? Ouais, on va dire que la perte électrolytique va aussi dépendre de la quantité d'eau perdue. Donc on peut s'exposer potentiellement à plus de pertes avec une hyperthermie et une hypersudation. Donc ça peut être intéressant. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les boissons électrolytiques ne sont pas des boissons énergétiques. Donc elles vous permettent d'absorber finalement des électrolytes comme le sodium, le potassium, le magnésium, enfin plein de minéraux qui vont être potentiellement perdus à travers l'eau qui va être évacuée. Mais ce que moi je vois pas mal aussi, parce qu'on remarque qu'avec ces périodes de forte chaleur, il va y avoir aussi plus de viscosité au niveau du sang. Donc ça peut être intéressant aussi de mettre une boisson hypotonique, donc qui va permettre d'avoir une dilution qui est plus importante, donc avec une concentration en glucides et en sodium qui va être inférieure. Donc en glucides, dans mes souvenirs, c'était en dessous de 4%, je crois, parce que isotonique, c'était 4 à 8%, donc vous faites le calcul. Et en sodium aussi un petit peu moins. Donc ça peut être intéressant. Mais encore une fois, bon, ça dépend quand même de la température, ça dépend aussi de votre sudation, hein. Mais ça peut être des choses qui peuvent être qui peuvent être mises en place et puis ça peut participer aussi au maintien de l'effort parce que comme je l'ai dit au départ, faut
Faut pas oublier que le débit sanguin va surtout servir pour la température corporelle et les organes vitaux, donc ça va être beaucoup moins au niveau musculaire, donc la fatigue peut arriver plus rapidement. Donc pour pallier à ça, ça peut être intéressant. Mais après, sinon, c'est les stratégies quand même d'hydratation assez classiques, hein. Essayer de boire quand même toutes les 15 minutes, au moins 150 à 200 millilitres, et vous adapter, hein. Et c'est aussi pour ça que ça va être intéressant, parce que, enfin, moi, de ce que j'avais vu, c'est que boire une quantité d'eau extrêmement importante, parce que ça peut être aussi le cas, ça peut aussi exposer à de l'hyponatrémie, donc à une perte de sodium aussi plus importante. Du coup, à soit un gonflement cellulaire, parce que, enfin, il va y avoir aussi des complications à ce niveau-là. Donc, ça peut vous exposer à des étourdissements, à des nausées. Donc ça, c'est important de faire attention. À la mort aussi, hein. Ouais, malheureusement. Donc voilà, hein, faire attention à ça. Et puis, pas forcément prendre des eaux extrêmement fraîches, c'est aussi important, parce que ça fait du bien. Mais j'avais vu quelque chose qui pouvait exposer à certains troubles digestifs. Donc essayer d'avoir une température fraîche, mais pas non plus extrêmement fraîche. Et sinon, à part ça, non, je vois pas d'autre chose. Après, on pourra faire un point sur l'alimentation, mais... Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qu'on nous vend par les électrolytes, c'est le besoin de compenser la sudation à l'effort. Alors, ça peut présenter un intérêt sur des efforts plutôt longs, etc. Mais les électrolytes, on peut les apporter par l'alimentation. Et probablement que votre alimentation est déjà plus adaptée à ces apports-là, à ces conditions-là en été, puisqu'on a tendance à manger peut-être moins riche, ou en tout cas avec une densité micronutritionnelle plus élevée, peut-être plus de fruits, de légumes frais. Donc, euh, peut-être aussi des sources de minéraux. Donc, il faut voir les apports sur la journée. Il ne faut pas se focaliser seulement sur ce qui se passe pendant et autour de l'entraînement. Donc, les électrolytes, c'est un bon outil, hein. On peut pas cracher dessus. C'est probablement survendu et pas aussi indispensable qu'on veut nous le faire croire. Mais c'est bien que tu le mettes en avant. Il y a une différence entre les boissons qui apportent les minéraux pour l'hydratation et les boissons qui apportent l'énergie ou souvent des sucres pour soutenir l'effort. Donc ça, voilà, la plupart des gens qui sont avancés dans les questions d'effort d'endurance, ultra-endurance, se rendent bien compte que sur une sortie de vélo de plus d'une heure et demie, bah, s'il n'y a pas de glucides, au bout d'un moment, ça crache. Donc c'est des trucs que vous savez sûrement gérer, mais si jamais vous voulez qu'on creuse la question, on peut refaire un épisode dédié sur le sujet. C'est des stratégies très très intéressantes. Mais oui, ce que tu as mis en avant et que je trouve intéressant, c'est la partie aussi quelles sont vos habitudes, comment vous adaptez et quel est votre contexte à vous en fait. Donc la plupart des recommandations qu'on pourrait vous donner là sont probablement euh, insatisfaisantes par rapport à vous, puisque on n'est pas sûr de tout ce que vous faites, toutes vos habitudes et du volume d'entraînement que vous avez. Mais si on peut s'amuser à glisser sur la partie nutrition, effectivement, il y a des choses à voir et là, peut-être, il y a des problématiques à questionner parce que les apports en eau, vous savez probablement que ça se fait pas seulement par l'hydratation, en tout cas la boisson, et peut-être que vous mangez plus de crudités, plus de fruits, plus de crudités. Mhm. C'est un volume très important d'apport en eau finalement, quand on regarde à l'échelle de la journée, de la Ouais. semaine. Donc ne vous souciez pas trop de ça, même si effectivement il y a toujours l'enjeu de boire suffisamment. L'équilibre se fait avec beaucoup d'autres choses et c'est pour ça qu'il faut voir les choses de manière large, ne pas se contenter seulement d'eau claire. Je trouvais ça important à remettre en avant. Il y a une petite question qui me venait, je ne sais pas où tourner toi par rapport à tes réflexions sur le sujet, mais euh, qui m'a fait tilt quand tu as parlé de boissons plutôt tempérées plutôt que très froides. Parce que le réflexe qu'on peut avoir pour se rafraîchir, c'est de prendre une douche très très froide. Alors, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou pas? Non, parce que, enfin, moi, de ce que j'avais vu aux dernières nouvelles, tu avais du coup une réaction physiologique qui se mettait en place à travers ça, et du coup, il y Ouais, avait une réaugmentation de la température corporelle. Donc, ce que tu cherchais à combattre, tu le recrées derrière en ouais, réponse. exactement. J'en suis à ce niveau-là Donc, aussi. Et ouais. c'est intéressant pour le sommeil aussi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la douche froide, en termes de sensation, va apporter probablement beaucoup de réconfort, mais elle doit être suffisamment longue pour avoir un réel impact sur la température corporelle. Sinon, c'est l'effet inverse, Ouais. comme t'expliquais. Et souvent, ce qu'on recherche au moment de s'endormir,
c'est plutôt d'abaisser la température corporelle. Donc si Ouais. on s'amuse à prendre une douche froide, trop courte, on va se perdre en fait. On va aller à l'inverse de ce Ouais, qu'on c'est ça. souhaite vraiment. Donc, alors, prendre la douche chaude, je suis pas sûr, mais en tout cas, faites attention à ça. Ça peut être parfois une fausse bonne idée. Et je pense une solution pas mal utilisée pour ceux qui peuvent se permettre de se rafraîchir régulièrement. La température des boissons et des douches et tout ça, Ouais. c'est un levier très, très important. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'essayer d'avoir une température qui n'amène pas de frissons, parce que finalement, les frissons, c'est des micro-contractions qui permettent de créer de la chaleur par la contraction. Donc, si vous arrivez à être avant ça, c'est que vous avez une température qui est suffisante pour l'adaptation de la température corporelle, mais qui n'est pas trop non plus importante pour que justement ça vous amène à créer de la chaleur et réaugmenter la température. Très bon point, Donc, intéressant. D'un point de vue gestion du volume d'entraînement, est-ce que tu considères que l'été, ça peut être une période où il faut ajuster le volume d'entraînement en fonction des conditions qui changent, des conditions de récupération qui changent, et peut-être la capacité à accumuler un volume de travail qui serait un peu différente. Est-ce que toi, tu as des réflexions par rapport à ça? c'est très individuel, mais moi j'aurais tendance quand même à le conseiller. Ne serait-ce que lorsqu'on n'a pas l'habitude justement de ces fortes chaleurs, ça peut être intéressant de faire comme un début de bloc, hein. Repartir avec un volume relativement bas et essayer voilà, de s'y adapter. Et en fonction de la tolérance, vous augmentez ou vous ajustez. Je trouve que c'est la meilleure approche. En tout cas, refaire attention enfin, être encore plus attentif aux différents marqueurs de récupération Mhm. et peut-être aux différentes habitudes d'hygiène de vie qui peuvent vous permettre de récupérer de l'entraînement. Parce que si le sommeil est mis à mal, Ouais, c'est sûr. euh, déjà que les journées sont un peu plus longues, mais si en plus la nuit est courte à cause des chaleurs qui empêchent d'avoir un sommeil récupérateur, ça peut être important de revoir le volume d'entraînement, ou en tout cas de l'adapter. Ouais, et puis il faut pas oublier que l'adaptation elle est aussi dépendante de la capacité de travail, hein, et la capacité, elle va être dépendante aussi de ces variables-là. Donc prenez ça en compte. Ouais. Non, mais en tout cas, si vous continuez à vous entraîner comme d'habitude, c'est louable, bravo à vous. Je sais pas si s'il faut se sentir meilleur que les autres qui n'arrivent pas à le faire. En tout cas, moi, si je peux me permettre une, un petit mot sur le sujet, je vois pas mal de gens qui en profitent pour se dire, pour partager des idées qui font en profiter pour s'entraîner encore plus dur. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Peut-être j'ai pas une mentalité de sportif de haut niveau, c'est peut-être ça mon problème. Bon, en tout cas, on peut en débattre. Mais je suis pas sûr que ce soit les conditions rêvées pour redoubler d'efforts, etc. ou pour se sentir meilleur que ceux qui ne font pas de sport ou qui lâchent l'entraînement temporairement. Euh, c'est peut-être un mot-clé qu'on répète un peu trop souvent. On pourrait renouveler le podcast comme ça, mais rappelez bien que dans des périodes difficiles comme ça, la clé, c'est quand même l'adhésion. Et si vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul ou de changer de pratique sportive même, ça a probablement beaucoup plus de sens et d'intérêt sur du long terme que de vous efforcer à continuer quelque chose qui n'a plus de sens pour vous ou qui devient trop compliqué. Ouais. Donc, si jamais il y a des gens qui sont adeptes de ce discours de s'entraîner dur, s'entraîner quand il fait chaud, etc., n'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires, on pourra en discuter, ce serait intéressant. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de réflexions à avoir sur la canicule. Je suis content qu'on ait fait un petit épisode. Est-ce que tu as des petites choses en plus à amener? Moi, je me disais, il y a quand même pas mal de réflexions qu'on voit sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Est-ce qu'il y a on a parlé de la douche froide, est-ce qu'il y a des fausses bonnes idées ou des boissons, des aliments ou des choses qu'on a tendance à faire et qui peuvent être contre-productives si jamais on veut s'adapter à la température, que ce soit pour l'entraînement ou la récupération? Bonne question, ouais, j'en ai pas en tête. Ah, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'était parce qu'en ce moment, je me fais des frappés. Je commence à boire du café pour arrêter de consommer des boissons énergisantes. Et on m'a fait la remarque, on m'a dit ouais, mais le café, ça déshydrate, du coup, moi, j'en bois plus. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque-là dans ce contexte-là, toi? Bah, En fait, ça déshydrate, ça veut tout et rien dire. C'est dans quel contexte en fait la déshydratation, c'est à l'effort, parce que ça peut déshydrater à un moment T, mais
Est-ce que ça va faire une déshydratation générale à l'échelle de la journée? Je ne sais pas. Donc j'aurais pas tendance non plus à conseiller de supprimer le café. Par contre, proche de l'effort, peut-être essayer de le limiter et d'avoir quand même peut-être une organisation un peu différente, de le faire un peu en différé. Mais sinon, ouais. En tout cas, on est d'accord avec l'idée que le café déshydrate, mais Oui, ça c'est sûr. cette idée-là vient d'un contexte tout particulier où on a isolé ce facteur-là Ouais. pour étudier le volume d'urine après. C'est une étude qu'on a déjà partagée. Mm. Donc oui, le café déshydrate. Après, est-ce que la déshydratation induite par le café est impossible à compenser ou est forcément négative si on fait le bilan net Ouais, de c'est tout ça. ce qu'on consomme sur la journée? Je suis Ça, c'est pas un peu sûr. moins sûr. Mm. Et bon, on en a déjà parlé, mais une super boisson d'hydratation, enfin en tout cas la boisson qui s'avère être la plus intéressante pour, après ingestion, avoir le minimum d'urine produite, c'est le lait. Ouais. Donc si jamais vous aimez ces produits-là, ça peut être une solution plus intéressante que l'eau claire. Et si jamais, ça j'aime bien le rappeler aussi, si jamais vous ne consommez pas de produits animaux ou si vous avez des intolérances au lactose ou allergies aux protéines de lait, les solutions végétales apparaissent tout aussi intéressantes, donc n'hésitez pas à les essayer. Euh, c'est pas la même chose au goût, hein. Il faut en tester plusieurs, peut-être trouver la solution qui vous convient le mieux. Mais moi, en l'occurrence, en ce moment, je ne consomme plus de lait. Je suis très content avec le lait de soja. Donc n'hésitez pas à tester ces solutions-là. Euh, mais si on parle de boissons qui déshydratent, normalement, il y a quelque chose qui vous fait tilt. Le Et thé. peut-être... Ah, tu penses à ça? Ah, moi, je pensais à autre chose. Mais c'est un contexte tout particulier, peut-être, où la consommation est plus élevée si jamais vous sortez en ce moment, Alcool. peut-être, voilà, pour des matchs de Coupe du Monde, que vous profitez avec des amis. Est-ce que la consommation d'alcool est recommandée? Bon, alors toujours pas. Ouais, non. Toujours pas. Mais est-ce qu'elle est encore plus déconseillée maintenant, en ces périodes de forte chaleur où on se déshydrate forcément? Ouais, Probablement. Probablement. Parce que là, pour le coup, c'est ça un c'est petit peu sûr. plus compliqué à compenser. Donc, ouais, la consommation d'alcool, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à revoir un petit peu à la baisse, ou en tout cas à intégrer dans un contexte un petit peu plus Mm. précautionneux par rapport à la consommation de liquide, à la consommation de fruits et légumes frais. Ouais. Quelque chose d'important. Après, en termes d'habitude qui déshydrate, j'avoue que j'ai pas d'autres conseils, hormis peut-être, alors très spécifique, mais pour la nuit, ce que je vois d'intéressant, c'est que bah, alors, vous savez que la transpiration permet de réguler la température corporelle. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est considérer que si on a trop chaud, il faut être totalement nu pour mieux euh, compenser la chaleur. Avoir un vêtement plutôt naturel, enfin de bonne qualité, plutôt naturel, dans des matières naturelles qui retient un petit peu l'humidité, c'est plutôt une bonne chose en fait pour réguler la température corporelle. Donc la nuit, les nuits d'été, les nuits avec une forte chaleur, c'est peut-être les seules nuits de l'année où on a intérêt à dormir habillé. Je sais pas si tu es au fait de ces réflexions-là, mais moi c'est quelque chose que je trouve intéressant et que Ouais. j'ai découvert tout récemment. C'est peut-être les seules nuits de l'année où vous avez intérêt à porter un vêtement, alors toujours ample, dans des matières naturelles, etc., mais en tout cas qui capte un petit peu l'humidité produite par le corps pour aider à thermoréguler la nuit et peut-être avoir une nuit un petit peu plus récupératrice. Et alors, petit conseil très perso comme ça, pas du tout evidence-based, machin, comme on a l'habitude de faire, mais ce qui m'a sauvé ces dernières nuits de forte chaleur, là, c'est de mettre un vêtement mouillé en guise de couverture plutôt qu'un vêtement, aucun vêtement ou un vêtement sec. Ça m'a aidé à me sentir très au frais. Donc, n'hésitez pas si ça peut vous dépanner. Moi, ça m'a permis d'avoir des nuits à peu près normales, donc ça sauve parce que c'est souvent ça qui fatigue le plus, qui rend irascible en plus. On est dans un contexte un peu particulier où, avec le manque de sommeil, les gens sont un peu plus à cran. Donc, n'hésitez pas à partager des conseils autour de vous et à cultiver un maximum de bienveillance par rapport à ces conditions difficiles. Euh, je pense que, je pense que ça fera pas de mal. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à toutes ces considérations sur l'entraînement, l'alimentation, l'hydratation? Non, je pense que là, c'est déjà bien complet. On a fait un petit tour. N'hésitez pas à nous poser des questions si jamais on n'a pas traité certaines problématiques que vous trouvez intéressantes.
Et on pourra rebondir peut-être sur certaines d'entre elles pour faire d'autres épisodes. En tout cas, si vous avez le temps de soutenir un petit peu le podcast, ne serait-ce que par des retours, nous, ça nous fait toujours énormément de plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par les choses qu'on raconte. Donc faites-nous signe, que ce soit dans les commentaires du podcast, sur YouTube ou sur nos comptes Instagram. N'hésitez pas. Et sinon, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et merci Trésor pour cet épisode sur la canicule. Merci à vous.